Bonjour et bienvenue à tous pour ce cours d'immunologie. Nous sommes au chapitre 7, réponse des cellules B, T dépendantes à la section D, différenciation des cellules B. Ce cours introduira de nouveaux concepts que nous n'avons pas encore vus et méritent une certaine attention. Après le priming par l'antigène dans les follicules B ou les zones T, les cellules B migrent vers les zones adjacentes entre les follicules et les zones T afin d'interagir avec les cellules T helper cospécifiques. Elles reçoivent ainsi le signal 2. Les cellules B commencent à proliférer, formant un blast de cellules B identiques. Elles s'engagent alors dans deux voies de différenciation différentes. La première est la réaction extrafolliculaire. Elle consiste en la différenciation rapide de cellules B en plasmocytes de faible durée de vie produisant des IgM. Cette réponse est dite extrafolliculaire car elle ne se produit pas dans les follicules. Analysons maintenant la réponse folliculaire. Une cellule B fondatrice va rejoindre un follicule. Si multipliées en très grand nombre, les cellules vont subir alors deux phénomènes très importants, le changement d'isotype et l'hypermutation somatique. Cette réponse folliculaire va donner naissance à des plasmocytes de longue durée de vie produisant des IgG, IgA ou IgE de forte affinité. Il s'agit aussi d'une réponse qui donne naissance à des cellules B mémoire. Intéressons-nous d'abord à la différenciation extrafolliculaire. Donc, nous avons d'abord la reconnaissance de l'antigène par une cellule B naïve, son internalisation, c'est le signal 1. Nous avons l'interaction avec une cellule T qui donne le signal 2. Nous avons formation d'un blast et ensuite différenciation immédiate d'un très grand nombre de cellules en plasmocytes produisant des IgM. La différenciation extrafolliculaire a un certain nombre de caractéristiques. Elle produit des plasmocytes de faible durée de vie, des IgM de faible affinité. Cette réponse assure une réponse immédiate à l'infection et ne génère pas de cellules B à mémoire. Cette vidéo va nous permettre de visualiser la réaction extrafolliculaire. Vous avez ici le nœud lymphatique. Vous retrouvez les follicules composés de cellules B, la région T. Vous trouvez aussi des cellules dendritiques. Nous sommes ici dans le cortex du nœud lymphatique et ici, vous avez la zone médulaire. Une réponse B T dépendante commence par l'activation d'une cellule T. Donc vous avez ici une cellule T qui est activée par une cellule dendritique. Elle reçoit les deux signaux et se différencie en cellule T activée. Vous avez ici un lymphocyte B qui reconnaît le même antigène, il internalise l'antigène et se différencie en cellule présentatrice d'antigène pour recevoir le signal 2 par une cellule T helper. Une fois qu'il a reçu ce signal, il se divise. La réaction extrafolliculaire est la différenciation immédiate des plasmoblastes en plasmocytes qui migrent dans la région médulaire et se mettent à produire immédiatement des IgM. Il s'agit d'une réponse d'une faible durée. Une semaine plus tard, vous voyez que les plasmocytes sont éliminés par apoptose et détruits par les macrophages. Ainsi, la réaction extrafolliculaire permet de produire des anticorps spécifiques de l'antigène rapidement. Nous allons maintenant nous intéresser à la réaction folliculaire qui, comme son nom l'indique, se produit dans les follicules. Les premières étapes sont les mêmes. Vous avez ici une cellule T qui va être activée par une cellule dendritique pour un antigène donné. Elle forme un clone de cellule T activée. Vous avez ici un lymphocyte B qui reconnaît le même antigène par son immunoglobuline, l'internalise, devient une cellule présentatrice d'antigène, va recevoir l'aide d'un T helper. Le signal 2.
Cette cellule B se divise, forme un blast, une partie va migrer, c'est la réaction extrafolliculaire, un cellule B fondateur va rentrer dans le follicule. Il va alors se diviser par expansion clonale en déplaçant les autres cellules. On trouvera ici à la base une zone sombre, car composée d'un très grand nombre de cellules, ici une zone claire, et enfin le manteau, qui sont toutes les autres cellules du follicule qui ont été repoussées après la prolifération du lymphocyte B. Un follicule qui subit la réaction folliculaire se transforme en centre germinatif. 3 événements majeurs se produisent dans le centre germinatif. Le premier est l'hypermutation somatique qui se produit dans la zone sombre. Ce processus introduit des mutations ponctuelles dans les régions V des immunoglobulines et ainsi génère des variants de cellules B à affinité ou spécificité nouvelle. Le deuxième processus est la recombinaison de commutation de classe ou, si vous voulez, le changement d'isotype qui se produit aussi dans la zone sombre. Ce processus change la classe de la chaîne lourde d'un IgG. On passera de l'isotype IgM à IgG ou IgA ou IgE. Ce processus est initié dans la zone sombre. La troisième étape est la sélection des cellules B. Cette étape se produit dans la zone claire. Ce processus sert à sélectionner les variants de cellules B à affinité élevée pour l'antigène et est importante pour éliminer les cellules B qui ont une affinité faible ou qui sont réactives au soi. Elle comporte ainsi une phase de sélection positive pour reconnaître l'antigène et une phase de sélection négative pour éliminer les lymphocytes B qui reconnaîtraient trop fortement le soi. Nous allons maintenant décrire chacune de ces étapes. L'hypermutation somatique est un processus qui introduit des changements d'acides aminés dans la région variable de la chaîne lourde et de la chaîne légère, codant pour le site de fixation de l'antigène d'un anticorps. Ainsi, nous allons passer d'un lymphocyte B ayant cette région variable à des lymphocytes B possédant des changements d'acides aminés dans la région variable. Au sein des centres germinatifs, les cellules B vont se mettre à proliférer rapidement avec un temps de doublement d'environ 6 heures, de sorte à ce qu'une seule cellule B arrive à produire 5000 cellules filles en une semaine. Lors de cette prolifération, les gènes des immunoglobulines des cellules B subissent de nombreuses mutations ciblées au niveau des exons codant les régions variables. Ainsi, vous voyez ici que les régions variables qui sont en rouge vont subir des mutations par le processus d'hypermutation somatique. L'hypermutation somatique change l'affinité des sites fixateurs d'antigènes, des immunoglobulines, de sorte à en augmenter l'affinité pour l'antigène immunisant. Ce processus, qui est encore mal connu, est médié par une enzyme qui s'appelle la désaminase activation dépendant, AID, qui transforme la cytosine en uracile. AID est capable d'introduire des mutations dans des gènes qui sont activement transcrits, comme les gènes des immunoglobulines. L'enzyme AID joue un rôle primordial dans l'hypermutation somatique en changeant des nucléotides qui vont conduire à des mutations. La fréquence des mutations dans les gènes d'immunoglobulines au cours de l'hypermutation somatique est estimée de l'ordre d'un changement sur 10 puissance 3 paires de bases par division cellulaire, ce qui est 1000 fois plus élevé que la fréquence mutationnelle dans la plupart des autres gènes. En induisant des mutations, ce processus permet de générer des lymphocytes B ayant des BCR avec une très forte affinité pour l'antigène. Il explique ainsi l'augmentation de l'affinité qui se produit lors d'une réponse B.
Mais ce processus d'hypermutation somatique n'est pas sans danger, car il peut conduire à la production de cellules B autoréactifs, capables de reconnaître des antigènes du soi. Ainsi, un phénomène de sélection est mis en place pour s'assurer que les lymphocytes B produits après ce processus soient toujours capables de reconnaître l'antigène de départ. Deux types de cellules fournissent des signaux de survie aux cellules B. Les premières sont les cellules folliculaires dendritiques ou FDC. Ce sont des cellules spécialisées pour arborer à leur surface les antigènes. Attention, les cellules folliculaires dendritiques ou FDC n'ont rien à voir avec les cellules dendritiques, excepté leur forme. Ce sont simplement des cellules spécialisées pour arborer les antigènes à leur surface. La deuxième cellule qui va jouer un rôle important est des cellules TCD4, stimulées pour l'antigène, qui vont émettre des signaux de survie. Donc nous allons voir que dans ce processus, les lymphocytes B produits dans la zone sombre, qui s'appellent alors des centroblastes, vont migrer dans la zone claire et tester leur anticorps pour la fixation à l'antigène. L'antigène va être présenté par la cellule FDC. Si le centroblaste a un BCR qui reconnaît fortement l'antigène, il reçoit un signal de survie. Si ce lymphocyte B ne reconnaît plus l'antigène ou le reconnaît faiblement, il est éliminé par apoptose. Donc ce premier processus permet de sélectionner des lymphocytes B ayant une forte affinité pour l'antigène. La deuxième processus qui va se produire est une interaction avec une cellule TCD4 préalablement activée pour le même antigène par une cellule dendritique. Cette étape va permettre d'assurer que le lymphocyte B reconnaît toujours l'antigène de départ. La cellule TCD4 qui a le TCR reconnaissant le même antigène sur la cellule B fournira le signal 2 qui va induire à nouveau la différenciation du lymphocyte B ayant une forte affinité et sa différenciation. Un autre processus contribue à l'augmentation de l'affinité. C'est la raréfication de l'antigène. Au cours du développement d'une réponse immunitaire à un antigène protéique, et en particulier lors de rencontres répétées avec le même antigène, la quantité d'anticorps produite augmente. En conséquence, la quantité d'antigène présente va diminuer. Les cellules B sélectionnées à survivre sont donc contraintes à fixer l'antigène à des concentrations de plus en plus faibles et doivent ainsi porter des récepteurs d'antigènes ayant des affinités de plus en plus fortes. Une fois que la cellule B a été sélectionnée, elle quitte le centre germinatif et sécrète des anticorps, donnant lieu à des anticorps de forte affinité. Nous allons maintenant visualiser ce processus à l'aide d'une vidéo. Vous avez ici un centroblaste, il s'arrête de se diviser, il a un nouveau récepteur BCR suite à l'hypermutation somatique, il teste son BCR avec une cellule folliculaire dendritique. Il reconnaît bien l'antigène arboré par une cellule FDC et bénéficie d'un signal de survie. Il réinternalise l'antigène, le présente sur une molécule MHC classe 2. Un lymphocyte T préalablement activé va fournir le signal 2 à ce lymphocyte B. Vous avez l'interaction CD40, ligand CD40. Ce lymphocyte B reçoit le signal 2 et va se différencier en plasmocyte et en cellule B mémoire. Cette vidéo vous permet de voir qu'au sein de la phase de sélection dans le centre germinatif, nous avons un nouveau cycle d'activation du lymphocyte B avec le signal 1, reconnaissance de l'antigène et internalisation, et le signal 2 qui est donné par la cellule T. Ainsi, le signal 2 assure que l'on va activer un lymphocyte B ayant un BCR reconnaissant l'antigène de départ. La recombinaison de commutation de classe, encore appelée changement d'isotype,
permet aux cellules B de changer leur isotype d'IgM en d'autres isotypes, que ce soit IgG, IgE ou IgA, sans pour autant modifier leur spécificité de fixation à l'antigène. Cette commutation de classe est une réaction de recombinaison somatique au niveau de l'ADN qui juxtapose l'exon VDJ à un nouveau exon codant pour la région constante, soit C gamma pour IgG, C epsilon pour IgE ou C alpha pour IgA. Donc vous avez ici un lymphocyte B qui produit un IgM. Donc dans la chaîne lourde, on voit que l'ARN messager est produit par l'épissage avec la région VDJ et le premier exon qui est la région C mu, ce qui donne un IgM. Au cours de la recombinaison somatique, vous allez avoir élimination de cette région, ce qui va produire ici, par exemple, la production d'un IgG, car la région VDJ est maintenant en lien avec la région constante C gamma. Si la délétion avait été plus grande, on aurait pu avoir la région VDJ en relation avec la région C epsilon, ce qui donne un IgE. Idem pour des IgA avec la région C alpha. Ainsi, la commutation de classe et l'hypermutation somatique induisent des changements irréversibles au niveau de l'ADN. Le centre germinatif au niveau des organes lymphoïdes secondaires et avec la moelle osseuse et le thymus, le troisième organe où se produisent des processus de recombinaison somatique. La commutation de classe ne se fait pas au hasard, mais est régulée par des cytokines qui vont ouvrir la chromatine à des endroits particuliers au niveau de deux régions S et ainsi permettre l'élimination ciblée d'une séquence d'ADN. Vous trouvez ici le locus d'une chaîne lourde d'un lymphocyte B dans un centre germinatif. Il exprime initialement à sa surface des IgM et des IgD. Un réarrangement somatique va éliminer un fragment d'ADN et rabouter la région VDJ à la région epsilon dans ce cas. Nous allons maintenant observer ce processus de recombinaison somatique. Donc, voyez, deux régions sont reconnues S et vont permettre l'élimination d'une séquence d'ADN. Ceci va rabouter un exon C epsilon à l'exon VDJ, permettant la production d'un anticorps de type IgE. Le processus de commutation de classe est relativement complexe et je vous donne juste quelques petites idées de comment il se produit. Il est d'abord médié par un enzyme, le même que nous avons vu précédemment, AID, pour désaminase induite par activation. Cet enzyme va jouer un rôle central en clivant certains domaines. Cet enzyme est capable de reconnaître des régions S qui vont être clivées. La question est maintenant de savoir comment la commutation de classe est spécifique, c'est-à-dire comment se fait-elle qu'elle aboutit à produire un IgE et non pas un IgA, dans certains cas, ou le contraire. Ceci est dû au fait que des cytokines vont se lier sur le lymphocyte B et activer la transcription au niveau de ces régions S. En fait, l'enzyme AID, qui catalyse la recombinaison somatique, va être guidée par ces régions S lorsqu'elles sont transcrites. Cette enzyme est activée par les régions fortement transcrites. Et les cytokines, qui sont reconnues par le lymphocyte B, vont activer des voies de signalisation qui vont aboutir à la transcription de certaines de ces régions S et ainsi guider le phénomène de recombinaison somatique. Ainsi, après le phénomène de commutation de classe, la cellule B commence à produire une nouvelle classe de chaînes lourdes, qui est déterminée par la région C de l'anticorps, qui a exactement la même spécificité pour l'antigène que la cellule B d'origine, puisque la spécificité
est déterminé par la région VDJ. Ce sont les cytokines produites par les cellules T-helper qui vont déterminer quelle classe de chaîne lourde sera produite. Par exemple, la production d'anticorps opsonisants de type IgG2 sera produite en présence d'interféron gamma, une cytokine clé des réponses Th1. Au contraire, la production d'interleukine 4 ou d'interleukine 13 induira une commutation de classe de type IgE. IL4 et IL13 sont des cytokines clés des réponses Th2. De ce fait, la nature de la réponse des cellules T-helper à un microbe donné oriente la réponse anticorps suivante et l'optimise pour combattre le microbe en question. Ceci constitue un exemple excellent de la façon dont les différentes composantes du système immunitaire sont régulées et leur fonctionnement concerté dans la défense contre différents types de microbes. Il souligne aussi le rôle chef d'orchestre des cellules T-helper dans les réponses immunitaires. Ce schéma va nous permettre de résumer les conséquences de la formation du centre germinatif. Ainsi, la cellule B, qui se différencie dans le centre germinatif, va, après avoir reçu le signal de la T-helper, former un blast, se différencier en plasmocytes de longue durée de vie, produisant des IgG ou des IgA ou des IgE de forte affinité. Une partie de ces cellules vont se différencier en cellules B mémoire qui arborent les mêmes immunoglobulines à leur surface et qui seront susceptibles d'être réactivées ultérieurement lors d'une infection. Les plasmocytes folliculaires, après avoir été formés dans le centre germinatif, vont rejoindre des niches de survie. Un exemple est la moelle osseuse, où ils produiront des anticorps. Soulignons qu'il existe des plasmocytes folliculaires à très longue durée de vie qui sécrètent des anticorps en permanence. Ceci contribue à la maintenance d'un taux d'anticorps sérique longtemps après le contact avec l'antigène et permet de se prémunir contre une nouvelle infection. Suite à leur interaction avec la cellule TCD4 dans le centre germinatif d'un organe lymphoïde secondaire, le lymphocyte B s'est divisé formant un blast. La plupart des cellules vont se différencier en plasmocytes folliculaires producteurs d'anticorps, mais des cellules vont se différencier en cellules B mémoire qui peuvent rester dans les organes lymphoïdes secondaires où elles ont été activées ou recirculer entre organes lymphoïdes secondaires différents, à l'instar d'une cellule B naïve. Les cellules B à mémoire survivent pendant des années. Lors d'une réexposition au même antigène, elles prolifèrent et réexpriment leurs fonctions effectrices de façon accélérée par rapport aux lymphocytes B naïfs. Elles n'ont pas besoin du signal 2 pour proliférer. Nous allons maintenant résumer ce que nous avons appris sur le centre germinatif. Suite à leur interaction avec une cellule TCD4 dans un organe lymphoïde secondaire, un lymphocyte B va rejoindre un follicule et se diviser activement en formant un centre germinatif. La réaction folliculaire au sein du centre germinatif met en jeu plusieurs phases. Les cellules B se divisent activement. C'est la première phase. Le processus d'hypermutation somatique modifie certains acides aminés du BCR au site de fixation de l'antigène. Il s'agit d'un processus aléatoire changeant l'affinité pour l'antigène. Un processus de recombinaison de la chaîne lourde induit la commutation de classe qui transforme des lymphocytes avec des immunoglobulines membranaires de type IgM en lymphocytes exprimant à leur membrane des IgA, des IgG ou des IgE. Nous avons vu qu'il existe des cellules folliculaires dendritiques qui arborent l'antigène, ce qui permet d'exposer l'antigène aux lymphocytes B. Seuls les lymphocytes B reconnaissant fortement l'antigène ont un signal de survie.
Ces lymphocytes B reçoivent le signal 1, internalisent l'antigène, le processent et le présentent sur une molécule MHC classe 2. La spécificité de la réponse contre l'antigène de départ est vérifiée par une interaction avec une cellule TCD4 ayant un TCR capable de reconnaître le peptide présenté par la cellule B. Ayant reçu le signal T, le lymphocyte B se divise, forme un blast, une partie se différencie en plasmocytes produisant des immunoglobulines de forte affinité. Une autre partie se différencie en cellules B mémoire. Ainsi, la réaction folliculaire donne lieu à des cellules B à mémoire et à la production d'anticorps à affinité élevée. Elle implique une modification de l'ADN irréversible et se produit dans les centres germinatifs des organes lymphoïdes secondaires. Si vous avez compris tout cela, vous devez vous dire que c'est beau. Alléluia! Dire que la nature a été capable d'inventer un processus d'un tel raffinement au niveau moléculaire est tout simplement remarquable. Nous terminerons en résumant par un schéma ce que nous avons appris dans le cours 7b, 7c et 7d. Dans ce schéma, nous décrirons les réponses thymus indépendants et les réponses thymus dépendants. Les réponses thymus indépendantes sont activées par des antigènes particuliers, soit des antigènes polyvalents ou des antigènes capables d'activer un récepteur de pattern. Elles conduisent à la différenciation rapide de la cellule B en plasmocytes produisant des IgM de faible affinité avec une faible durée de vie. Il n'y a pas de production de cellules B mémoire. Les réponses thymus dépendants se font en réponse à des antigènes protéiques. Les protéines ne sont pas capables d'activer une cellule B. Il faut l'aide d'une cellule T helper qui a été préalablement activée par une cellule dendritique et apporte le signal 2. Une fois l'interaction avec la cellule T helper, nous avons la réaction extrafolliculaire qui aboutit à la production de plasmocytes produisant des IgM. Il s'agit d'une réponse rapide, d'une faible durée, produisant des anticorps de faible affinité de type IgM sans mémoire. Nous avons aussi la réaction folliculaire qui est plus longue et aboutira à la production de plasmocytes produisant des anticorps de forte affinité ayant un isotype adapté à l'agresseur. Ces plasmocytes ont une plus longue durée de vie. Elle aboutit aussi à la production de lymphocytes B mémoire qui pourront être réactivés au cours d'une infection ultérieurement.